Fırfır Yok'un yeni bölümünden herkese merhaba. Bugüne kadar sadece futbol içerikleriyle karşınıza çıkmıştık. Ancak bugün inanılmaz bir başarıyı konuşacağız. Fenerbahçe Alagöz Holding'in üst üste 2. Avrupa Şampiyonası'nı konuşmak üzere Türkiye'nin ilk ve tek basketbol müzesindeyiz. Bu fırsat için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve Kadın Basket Şube Yöneticisi Sayın Kemal Danabaş'a çok teşekkür ederiz. Bu isteğimizi geri çevirmediler ve bize bu fırsatı verdiler. Biliyorsunuz programımızın bir noktasında İbroşe sorumuz var. Lütfen programı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca İbroşe sorumuz geldiğinde de en güzel yorumu yapana erkek dökülme karşıtı bakım seti ve genel bakım seti hediyemiz olacak. Bugün programın ilk bölümünde takımın efsanevi koçu Valeri Garnier ile konuşacağız. Arkasından da takımın ve Avrupa basketbolunun süperstarı Emma Meesman'la konuşacağız. İstersen başlayalım. Coach, merci beaucoup d'avoir nous accepté. Merci pour votre invitation. Félicitations pour cette saison extraordinaire qui se termine finalement avec 4 coupes. Que représente pour vous cette saison avec Fenerbahçe? C'est une saison incroyable, c'est la saison parfaite dont tous les coachs rêvent de faire une fois, quoi, voilà, ou 2 ou 3, mais bon, là c'est quand même une saison parfaite où à l'arrivée on perd 2 matchs sur la saison, on gagne 55 matchs sur 57, on est invaincu en Turquie, on perd 2 matchs sur le continent européen, on ramène 4 trophées, ça ne s'est jamais fait au Fenerbahçe. Voilà, donc c'est la saison parfaite. Pas seulement à Fenerbahçe, ça n'arrive pas beaucoup. Non, Ouais. mais le Fenerbahçe a l'habitude de faire des choses exceptionnelles, donc Ça, c'est vrai. c'était quelque chose qui n'avait pas été fait. Donc l'équipe, le staff, les joueuses, le club, enfin tout le monde est très fier de cette saison formidable. J'aimerais aussi poser la question. Vous avez pris la relève en tant qu'entraîneur après Marina Markovic, qui a aussi gagné le titre de l'Euroleague avec Fenerbahçe l'année dernière. Donc, pouvez-vous raconter un peu ce processus-là? C'est un processus, il y a 1 an, j'aurais jamais pensé être ici en face de vous et qu'on parle de ça. J'étais à Manille, j'ai été intronisée au Hall of Fame à Manille au mois d'août et dernier, et mon agent m'appelle pour me dire qu'il y a une proposition du Fenerbahçe. J'avais déjà commencé la saison depuis une dizaine de jours avec mon club masculin de Tours. Et voilà, mais sauf que quand le Fenerbahçe vous appelle, vous savez que vous pouvez avoir l'opportunité de soulever des trophées et de vivre des moments incroyables. Donc j'ai réfléchi 2 minutes. En fait, cette question-là est en liaison avec la deuxième question. Je voudrais demander quelles étaient les difficultés et les avantages de travailler avec une équipe dont vous n'avez pas constitué vous-même. Alors, les entraîneurs aiment beaucoup choisir leur équipe, choisir leurs joueuses, choisir le staff. Moi, je suis arrivée, tout était fait. Mais je suis arrivée et il y avait une telle qualité de joueuses et d'organisation que voilà, on a juste eu besoin d'un petit temps d'adaptation pour apprendre tous à se connaître. Et puis c'est parti. Voilà, j'avais la chance que l'équipe elle soit bien construite. Et donc voilà. Je me suis adaptée, je pense que les joueurs se sont adaptés, le club, le staff, et on a décidé de travailler ensemble. Et je pense que ça a été très fluide, ça a été fait très facilement. La saison dernière, vous entraîniez une équipe masculine, mais cette saison, vous êtes revenu au basketball féminin et vous avez obtenu un succès incroyable. Donc, quelles sont pour vous les différences entre le basket masculin et féminin et quelle était la motivation que vous a poussé à revenir au basket féminin? Alors, ça n'arrive pas partout, n'est-ce pas? Non, ça n'arrive pas partout. Après les Jeux Olympiques de Tokyo, où l'équipe de France a gagné la médaille de bronze, voilà, j'ai eu un petit temps d'arrêt et de réflexion par rapport à ce que j'avais envie de faire. Et bon, j'avais fait le tour de beaucoup de choses dans le basket féminin et l'opportunité s'est trouvée de prendre les garçons. Et en fait, je pensais que d'aller chez les hommes allait m'empêcher un jour de revenir chez les femmes. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir aussi sur cette opportunité. Et puis en fait, j'ai adoré. J'ai aimé être parmi les hommes, j'ai aimé la façon de travailler avec eux, la façon dont on peut développer beaucoup d'autres choses
pas techniquement et tactiquement, si, de façon athlétique, ça ouvre la porte, par exemple, à un jeu beaucoup plus aérien. Ce qui est sûr, c'est que si ce n'était pas le Fenerbahçe, je serais toujours chez les garçons. Voilà. Ah, et que le Fenerbahçe, je savais, pouvait me donner cette opportunité de gagner et surtout de gagner ce que j'avais jamais réussi à faire, de gagner cette Euroleague. J'ai compris, mais à votre avis, quelles sont les différences entre le basket féminin et le basket masculin? Il y a d'abord une différence de management. D'accord. Chez les hommes, la communication est beaucoup plus directe. Et ils sont effectivement, mais bon, comme les hommes, omnubilés par la réussite, par le succès. Ce qu'on retrouve chez les hommes et chez les femmes des générations actuelles, c'est que c'est aussi des projets individuels. Voilà, comparé aux anciennes générations, les projets sont individuels et il faut mettre tous ces projets individuels au service du collectif. Après, d'un point de vue tactique, eh ben voilà, tout ce que vous pouvez voir de différence entre l'équipe du Fenerbahçe homme et l'équipe du Fenerbahçe femme, c'est-à-dire tout ce qui se passe de façon athlétique, tout va beaucoup plus vite, tout va beaucoup plus haut. Voilà, mais d'un point de vue technique et tactique, on peut retrouver quand même des choses. C'est juste la force athlétique des garçons qui fait la différence. C'est toujours un peu plus compliqué de communiquer avec les filles. Non, je pense qu'aujourd'hui, la communication, elle fait partie du management. Si vous ne voulez pas communiquer, alors il faut changer de métier. Mais je pense que ce n'est pas lié simplement au sport. C'est dans les entreprises aussi, la communication, l'écoute, la bienveillance, ça fait partie aujourd'hui du management. Vous étiez aussi coach de l'équipe de France, et donc vous étiez allé 4 fois en finale d'Europe, mais malheureusement vous n'avez pas pu remporter les titres. Du coup, je voudrais savoir quel aspect positif avez-vous vécu avec cette expérience de finale, de grande finale? Peut-être que ça vous a aidé pour la dernière finale. Ou non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Bon, la championne d'Europe, une Euroleague, c'est des choses différentes. C'est une équipe nationale avec des individus d'un même pays. Là, moi, j'ai différentes cultures qui se complètent, qui s'apprécient, qui grandissent ensemble. Voilà, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'avais à souhait vraiment de devenir championne d'Europe parce que c'est ce qui me manquait. Même si j'avais gagné l'Eurocoupe avec Bourges Basket, c'est pas l'Euroleague, hein, voilà, c'est l'Eurocoupe. Donc oui, les expériences, c'est sûr, des finales perdues m'ont peut-être permis de. Mais par exemple, j'ai déjà 3 joueuses dans l'équipe qui avaient déjà gagné l'Euroleague, donc je pense que toutes ces expériences ont apporté aux plus jeunes, aux plus inexpérimentés. Niveau culturel, peut-être vous pouvez faire une comparaison entre la France et la Turquie. On n'a pas de temps pour ça. Si, non, c'est pas les individus, enfin les joueuses que j'ai. Alors je vais changer je vais pas prendre France et voilà. Je vais prendre les joueuses que j'ai au Fenerbahçe, c'est des joueuses compétitives quoi, qui n'ont qu'une seule ambition dans la vie et c'est de gagner. Voilà, à l'instar des hommes qui sont très compétiteurs. Voilà, moi j'ai des filles, elles savent pourquoi elles sont venues au Fenerbahçe. Comme moi je sais pourquoi je suis venue au Fenerbahçe, c'est pour gagner le plus possible. Voilà, et mes joueuses aujourd'hui du Fenerbahçe sont comme ça. Elles sont venues pour essayer de gagner, pour avoir l'opportunité de gagner ce titre de l'Euroleague. Et après, quand on a rebondi 2 jours après pour la finale du championnat, les organismes ils étaient fatigués, il y avait encore l'émotion des 2 jours d'avant et puis cette fatigue, cette tension qui retombe. Mais j'ai tout de suite vu aussi au briefing de match que dans leur regard, elles allaient encore aller en chercher un. Parce que c'est des machines à gagner. Et quand on vient au Fenerbahçe, on devient obligatoirement une machine à gagner parce que c'est ce qu'on attend de nous. L'année dernière, l'équipe de Fenerbahçe était un peu construite, était basée sur les stars, entre guillemets. Cette année-là, c'est plutôt collectif. Que vous voulez dire à ce sujet-là? Voilà. Je peux pas trop. Je connais l'équipe de l'année dernière. Je vois comment elle a été construite et je vois les joueuses qui la composaient. Et je peux comparer avec mon équipe. On parle d'équipe et d'équipe. Donc on ne parle pas d'individu et d'individu. Donc moi j'ai eu à souhait toute l'année de prôner que le plus important c'était l'équipe.
Voilà, c'est pas un individu qui est le plus important. Et effectivement, je crois aussi que les joueuses ont peut-être comparé cette équipe et nous, on est allé chercher peut-être ce petit manque en construisant quelque chose de collectif. Voilà, parce que vraiment, quand on fait une finale d'Euroleague avec 40 passes décisives dans la finale, c'est que ça veut dire que les joueuses, elles partagent le ballon. C'est qu'elles prennent autant de plaisir à marquer qu'à faire la passe pour marquer. Et on a tout basé aussi sur notre défense parce que c'est la défense qui gagne les titres et c'est aussi une histoire de collectif. Quand on défend, s'il y a un maillon qui ne défend pas, ça ne va pas. Donc notre force, effectivement, cette année, ça a vraiment été notre force collective. À mon avis, c'est très important parce que ce n'est pas toujours facile de faire cette adaptation si vite. Oui, on a essayé, on a discuté, on a communiqué. Moi, je pense être quelqu'un qui communique beaucoup avec mes joueuses, individuellement, mais aussi collectivement. On a parlé, moi, je leur ai proposé un projet de co-construction, c'est-à-dire elles s'accaparent le projet et on construit ensemble. C'est pas, moi, je veux que mon projet à moi, c'est que les joueuses adhèrent. On n'est pas dans. Aujourd'hui, le coaching, c'est pas de la subordination, c'est de l'adhésion. Voilà, donc si elles adhèrent, elles vont faire. Si elles comprennent pourquoi elles font les choses, elles vont faire. Voilà, donc on a essayé de faire tout ça. Ouais. Voilà, pour arriver effectivement en fin de saison, là, les derniers 10 jours, à jouer un basket vraiment très, très intéressant des deux côtés du terrain. J'ai aussi une question sur votre style du jeu. Votre équipe a tenté plus de 20 tirs à 3 points par match au long de la saison. Et on a tenté à peu près la moitié lors du Final Four. Donc, est-ce que c'est parce que vous jouez avec le système Three Bigs? Je ne sais pas comment dire en français. Non, c'est qu'il faut analyser. Quand on fait un match, on analyse aussi qu'est-ce qui va nous permettre de gagner contre ses adversaires. Et il y avait des choses importantes à faire. J'ai eu envie effectivement de décaler vraiment Nafisa Kolir au poste 3 pour qu'on impacte. Et le meilleur impact qu'on avait, c'était de l'amener près du panier. Donc effectivement, on a cherché... en fait, on essaye de jouer juste. Voilà. Et jouer juste, c'était impacter les équipes là, pendant ces 2 dernières semaines où ça allait faire mal aux équipes. Mmh. Et effectivement, poster Nafisa, impacter les intérieurs, voilà. Et si ça doit être poster telle joueuse ou faire jouer telle joueuse, c'est ça qui a été incroyable dans cette équipe, c'est que tout le monde a adhéré au projet parce que tout le monde avait envie de gagner, que ce soit avec elle, que ce soit avec elle, que ce soit avec elle, en fonction des adversaires en fait. On a un projet de jeu en fonction des adversaires. Finalement, on va terminer. Avez-vous un message pour les jeunes filles qui vous regardent? Les jeunes filles qui me regardent, elles rêvent, hein. Elles rêvent toutes d'appartenir à ce formidable club du Fenerbahçe et à vivre les émotions qu'on a vécues. Mais derrière, ce talent qu'elles peuvent voir de ces joueuses comme Emma tout à l'heure, ou comme Nafi, ou comme toutes les joueuses ou McBride, ou Anderson, ou toutes les joueuses turques, il y a du talent, mais il y a aussi beaucoup de travail. Avec une notion très importante, c'est qu'il faut prendre du plaisir. Il y a un message pour les fans? I love you. Non, c'est l'essentiel. Non, mais ils ont été essentiels au Final Four. On a joué la finale, on était chez nous, quoi. Donc, dès qu'ils sont là, c'est le 6e homme, la 6e femme. Voilà, ils nous apportent et ils nous supportent beaucoup et on les sent derrière et ça nous rend toujours plus fortes. C'est vrai qu'il y a une culture de basket en Fenerbahçe et ça n'arrive pas pour tous les clubs en Turquie, honnêtement. Non. Donc, ouais, c'est vraiment important. Non, et puis c'est formidable de jouer. Enfin, on fait aussi ce sport pour être dans des salles et vivre et partager avec un public. Alors moi, quand je vois que la fédération interdit, si je peux me permettre d'avoir cette réflexion, interdit aux fans de se déplacer pour supporter leur équipe, je trouve qu'on est en train de tuer le basket féminin parce que quand on voit la finale de l'Euroleague avec
avec les couleurs, avec l'enthousiasme, avec tout ça. Voilà, il faut laisser vivre, il faut laisser se déplacer les fans, les encadrer si besoin, mais je ne pense pas spécialement dans le basket féminin. Et puis voilà, et qui continue surtout à venir nous encourager. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Ça a été un plaisir de partager cette interview en français. Merci. Fenerbahçe Alagöz Holding'in antrenörü Valeri Garnier'i ağırladık. Aslında o bizi ağırladı çünkü şu anda Türkiye'nin ilk ve tek basketbol müzesindeyiz. Çok keyifliydi. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci à vous. Evet, programımızın ikinci bölümünde takımın süperstarı, belki de Avrupa'nın süperstarı Emma Meesman'la beraberiz. Hi Emma. Hello. Hello. First of all, congratulations for this extraordinary season that you'll probably have won everything you can. So can you give us a brief summary of this season? We won the Super Cup first, then we had the Turkish Cup, and then EuroLeague and Championship. So basically, we achieved every single goal we had for this season, and on top of that, we only lost 2 games in the whole season. So I think, like we say, it's very extraordinary, and you know, it's just a big honor to have this season with this team. Was that satisfying for you? I mean, if this is not satisfying, then you're doing the wrong thing. in Yeah, life. that's true. You are probably the best of all time in basketball of women and like GOAT in basketball, like Messi in football maybe. Is winning the habit for you? I'm just always looking to the future rather than looking like I want to have everything on my, you know, palmarès. For me, it's more so that whatever you start, you want to win and end it well. And I think I still have a lot of things to achieve in basketball, like with national team and stuff. There's more records to be broken with teams and clubs. But I would not say it's a habit, because a habit is something that you get used to. And you never get used to winning the biggest competition in the world or in Europe. So once it becomes a habit, I think maybe that's the time to stop, because it should never be one. Do you consider yourself like GOAT? No. No. No, I think I've played with many great players. And I think when I see them practice or play, I still have a lot of things to learn, you know. I still want to get better. I still can get a lot better. Every day, which is also something that I think you have to have during your whole career, from day one until the last day of playing, is the need and the want to get better. And I know for myself that I have a lot of, you know, aspects of the game that I can still get better at. So I do not see myself as the best, but I'm lucky to be between the best. I checked your career again yesterday night. I was like, holy F. But I have another question. When I watch you, I think you have some similarities with Tim Duncan. Do you agree with that? I've heard that quite some time. I think that's a very big compliment, because it's one of my favorite players too. Is it? One of the things that I like most about him is just, you know, his simplicity. My motto in basketball is like, you know, keep it simple. Yeah. I think basketball can be so easy if you just read the game and you play together and without overthinking or going individual. And I think that's one of his main things in his career. So for me, it's a big compliment to be compared with him. And what do you think was key for you to develop that kind of basketball IQ? First of all, I had really good coaches growing up, because I think it's very important as a kid that you get the right fundamentals in basketball, and I got those. But on top of that, I think compared to some other players that maybe had the same coaches, but I listened. I'm still using those rules today, you know, to keep it simple and nice. Like if you see somebody open, you pass it, and then you make your teammate better. So it's just all the basic stuff. I just kept it my whole career. And like I said, basketball is really easy if you just read it. It's like 1 + 1 is 2, and that's how you score a basket. So that's just how I keep it. Like I think nowadays, sometimes I'm watching young practices, and I see them like doing all this stuff that is for me show. You know, it's good to try every single thing, and you have to be versatile. But I think for kids,
you have to stay basic and like explain all the basic rules of basketball before you can like go into more advanced stuff that I don't even use. I'm capable of doing it, but I'm not using it in the game. So there's a way to start a basketball career, and the things you learn as a kid, you use for the rest of your life. Do you think that it's also important to work with coaches, with different coaches, with different style of plays? Yeah, I Yeah, do. you think? Well, It I do does have to improve say- your game, or it doesn't matter at all? Growing up, I did not have like a ton of coaches. Like Mhm. I had I think 3 or 4 main coaches until I was 18. So it's not that you have to have every year a different coach Yeah. to have different aspects. But those coaches know how to evolve too. You know, they learn and then they bring it to the players too. So I think it's more important that your coach is growing as well. I think everybody in each single job has to evolve during time, as in basketball. But what I do appreciate more about different aspects is all the different players you play with. Yeah. Young or old, you always have to be open to listen to each other. Because I think one of the conservative methods is like, oh, you have to listen to the older players, and why would older players listen to young players? But I think that's wrong. I'm still listening to every age, every experience level. Yeah, you can learn anything from. And you still can from pick anyone. like, I don't think that's right, but okay, Yeah. thanks for the input. You know, that's fine. But I think I got a lot better just learning from different players, mainly in my pro career. That's the way I learned. One more question. It's about coach as well, but in the final, you played against your national team coach, with who you won the European Championship last year, right? So was that like an advantage for you to play against him? Or was that an advantage for you to play against him in the final, or it was just like any other coach? Well, I think my coaches here in Fender, they know him too, because Valerie Yeah. worked with him even longer than I did. So it's Okay. not that I had to teach them how he plays or how his plays work or his vision of basketball. But I do know that I was preparing the team like there's no pressure for them, and this coach is not somebody that will just accept being the underdog and just go with the second place automatically. It's somebody that will try to that will hype up his team, because I know that's a kind of coach that his team will want to play for. It's a good person, a good friend. He takes care of his players, not just as basketball players, but as persons off court. So I do know that if you play for him in any situation, it's like, let's give everything because you want to give it to him as well. Okay. We have learned that you travel a lot in Istanbul with your friends Olcan. Yes. Can you explain us your vision of Istanbul? Do you like Istanbul? What's your favorite place? I have many. I just, Istanbul is very chaotic, but it's a good chaotic to me. Like once you know your way around, how to handle it, There I is think an it's one of his An charms. expression, chaos but home. Neydi o ya? I'm not talking about the traffic. I don't know about chaos. that. I'm not no traffic chaos because I don't like that part. But like You just you don't travel to the other side? No. yeah, but by ferry. I Okay. love the ferry. Yeah. It's like sure. amazing. It's beautiful. It's so nice outside. But And without like, traffic. Yeah. There's people everywhere. Everywhere you look, there's something happening. There's animals everywhere. So when I get back to Belgium, where everything is like more in order, it's Sure. more quiet. I'm like, yeah. Now I miss Istanbul. Like I could go back for one day and then like have this atmosphere again. The scholars, nice neighborhoods. I think everywhere we found like those little streets with like nice places to eat, where maybe a normal tourist would never go in, but Your favorite food? it turns out to be the best. So For your favorite foods in my Istanbul? favorite, I have a lot. I try street food. I try kumpir, kokoreç. You like kokoreç? Huh? I like it too. Yes. Yeah. Well, the first I was like,
But I've tried it But like then- more times now, and every time it gets better. So Yeah, I'm that's really true. happy I Yeah. tried it. It's a different taste. Yes, yeah. it is. It's Yeah. very different. When you know But- the details about cockroach. Yeah, I'm okay with it. Like whenever, You I would do. never try it in Belgium because I know what I like in Belgium. But Mm. whenever I'm like outside of Belgium, I try because I think it's very important when you live so much in like abroad that you have to try to adapt to the culture or learn about the culture. Because I noticed that people, Turkish people in this case, like they really appreciate you trying. Like you try to get some words and be like polite, Yeah. or you try to show that you really love the culture with food or with neighborhoods, or showing that you go around with pictures. So I think that's important, and it makes me better as a person too. Not just basketball player, but it makes me a very rich person in terms of experiences and like how to, accept every single culture in the world. Yeah. What are the pros and cons of living in Istanbul for a foreigner? Not only as an athlete, but as a person. I mean, the pros we know, but more, what are the cons, let's say? I think that doesn't even matter about Turkey or Istanbul. It's just being away from home. Mm-hmm. No matter how good it gets here or how much you like it, it never will be home. I'm a person that really likes Belgium. Even my street where I live in, I just want to stay there. So you're not here with the persons that you love, with the persons that you want to share it with, because they have work and they have their life. So I think that's my only con. It's a big con that you can give, is just if you have this life, you have to sacrifice it a little bit. Yeah. Like being away from your people. Well, that's yeah. something you should be used to it if you are an international athlete. Yeah, you have to be able to handle it. Yeah, It's at hard to least. get used to it. You have your race to handle it, but I think I speak for every single athlete in the world. Once you get to the end of the season, everybody knows, like, yeah, even if you're a champion, like, yeah, you can celebrate a little bit, but nobody's gonna celebrate as they would if they were champion in their own Yeah. country, because you want to go home, you just want to be like at ease, everybody's exhausted. But that's part of it, so you have to be able to handle it. Okay. One important question. People who are watching Fener games carefully realize that you're wearing devices around your ears. So, as a person with a hearing disorder, what would you like to suggest to young people with different disorders to be successful in professional sports? I was playing, it was not until I got to the WNBA that I noticed it was a big thing. Yeah, sure. Because I was always treated normal. I never got like told like, no, why are you playing basketball, blah, blah, blah. Of course we knew like we had a hearing disorder, but it was never a problem, until I came to a different country where there was almost all interviews were about it. I was like, what's the problem? I'm just playing Yeah. basketball. There's nothing, and that's when I knew that, people in different countries maybe have issues with it. Like maybe it's not normal everywhere, and people It's don't not dare to frequent, dream. at least. Yeah, people don't dare to dream because of this. Like, I'm not gonna be able to because I don't hear good, or I don't see good, or I have different things that may stop me in my dream. My advice is, just go out and do it. Yeah. I know it's not easy, but that's my advice to the other people. I just accept it, and like, I have advantages in my way because of it. And Yeah. in basketball, maybe I perceive the game different because I look more. Yeah. So for me, it's not a reason to, not be able to do all of this. I proved it in my way. I know every single person is different, of course, but just go out and try. It's only if you try it, then maybe it's still a no, but you tried it at least. Thank That you wasn't- for accepting our interview request. It will be the final question about your future. You will become the only player to win EuroLeague Women 7 times if you manage to win again. What are the chances to see you accomplish this in Fener jersey? At this point, I just make a point of it to never really decide about my future before the season ends. And the season only ended like 2 days ago, so I'm thinking about it now after enjoying what we did. But
there are talks, of course, and I will look to my future. My other life motto is step by step, so that's the next step to decide on it. What should we expect from you in the Olympics? To do our best. I can say easily, oh, we want to go for a medal. That's the nice answer. Yeah. My biggest answer or real answer would be we just go out there, we give our best, and we have no regrets. Because you still compete with the other best teams in the world, and everybody has the same goal. But if we give everything we have and we still lose, I can accept it. But if you go out and you play like, that's the worst feeling you can have. A final message for all Fenerbahçe fans. Thank you for making life easy for me here. I feel very accepted and welcome, and it's a big honor to play for this Fener family of millions of people. I forgot the number, but I know it's big. So I feel the love, and hopefully I see you guys in the future. Thank you very much. You're That was welcome. great to speak to you. Thank you. Programın başında size bir soru soracağımızı ve Yves Rocher tarafından ödüllendirileceğinizi iletmiştik. Sorumuz da aslında Türkiye'de genel olarak kadın sporcular neden erkeklere göre daha başarılı hem kolektif hem de bireysel anlamda? En yaratıcı cevabı verene Yves Rocher'den bir set ürünümüz hediye. Evet, en başarılı cevabı verene Yves Rocher'den dökülme karşıtı saç bakım seti ve genel bakım seti hediye olacak. Lütfen yorumlamayı ve likelamayı unutmayın.